Avant de débuter, nous aimerions remercier le CHU de Québec, le IRFC et le CADIT qui apportent un soutien financier au Centre canadien Cochrane et la branche sans séminaire, formation, revue systématique et opportunités de croissance ne seraient possibles. Nous ne pouvons également passer sous silence l'OMS et l'Organisation panaméricaine en santé pour le support logistique et le logiciel mis à notre disposition pour la réalisation de ces séminaires. Une pensée toute spéciale pour M. Louis-Gabriel Cuervo qui produit et archive les séminaires. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter votre interlocutrice aujourd'hui. Marie-Pierre Gagnon est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et chercheure au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec. Également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies et pratiques en santé, son programme de recherche est conçu pour mettre l'accent sur l'évaluation des technologies de l'information et des communications et l'adoption des meilleures pratiques en santé, informées par des preuves scientifiques issues des différents groupes de professionnels de la santé. Sa collaboration à de nombreux projets de recherche porte essentiellement sur la télésanté, le transfert des connaissances, l'organisation des services de santé, les pratiques professionnelles et les systèmes d'information en santé. Elle est depuis la responsable du programme des formations Cochrane au CHU de Québec. Marie-Pierre, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Adèle pour la présentation. Donc, il me fait plaisir de présenter ce webinaire. Et je vois qu'il y a plusieurs participants présents virtuellement, donc certains que je connais. Et c'est également un honneur parce que pour moi, la collaboration Cochrane, c'est vraiment une entreprise à laquelle je tiens beaucoup. Et le webinaire d'aujourd'hui, Cochrane 101, est en fait la première introduction, si on veut, pour les gens qui ont déjà entendu parler de Cochrane, plus ou moins, et qui veulent vraiment connaître toute l'ampleur de cette organisation-là. Donc, c'est ce que nous verrons au cours de la présentation de ce midi. Je préférerais, si possible, que les questions soient gardées pour la fin parce que je trouve cela plus facile à gérer à distance. Donc, si jamais vous avez une question, notez-la et on va avoir du temps à la fin de la présentation pour prendre les questions que vous enverrez sur le tableau ou dans l'espace de chat ou bien si vous demandez la parole. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter j'ai une petite difficulté pour le changement de diapo. Je sais pas, pardon, c'est le modérateur parce que moi c'est bloqué. Ah, d'accord, là ça fonctionne. Donc, en fait, Cochrane, pourquoi ce nom? C'est en l'honneur du docteur Archie Cochrane, qui n'est pas le fondateur de la collaboration Cochrane en soi, mais c'est cette personne qui a inspiré la collaboration parce qu'il y a déjà plusieurs années, en 1979, ce médecin qui était aussi épidémiologiste avait été très préoccupé par le fait que les pratiques dans le domaine de la santé n'étaient pas informées là, par les meilleures connaissances. Donc, il avait mentionné qu'une grande lacune de la profession médicale, mais pour l'ensemble aussi du domaine de la santé, est de ne pas avoir organisé, par spécialité ou sous-spécialité, un résumé critique régulièrement mis à jour de tous les essais cliniques randomisés pertinents. Donc, on retrouve dans ce désir de Cochrane un peu ce que la collaboration Cochrane représente. Donc, pour poursuivre, il y a un petit écart. Donc, le logo, en fait, désolé, c'est vraiment
un problème avec mon système, là. Je dois retourner en arrière. Le logo de la collaboration et la représentation, finalement, de quelque chose qu'on retrouve souvent dans les revues systématiques, c'est-à-dire une méta-analyse là, de différents effets randomisés, et avec les deux C qui forment un cercle, collaboration Cochrane. Donc, on a mentionné, on a comparé la collaboration Cochrane, son ampleur à celui du projet du génome humain, par son potentiel d'implication pour la médecine moderne et également par le fait que la collaboration Cochrane rejoint vraiment la communauté internationale des chercheurs où chacun peut collaborer au développement des connaissances. Donc, c'est vraiment une entreprise internationale. Donc, que fait la collaboration Cochrane? Alors, c'est une organisation internationale à but non lucratif qui permet à toute personne de prendre des décisions informées concernant la santé par la préparation, la mise à jour et la diffusion des revues systématiques qui portent sur les effets des interventions sur la santé. Donc ici, j'ai insisté sur le mot intervention, car à l'origine, comme on l'a vu précédemment avec les dires de Dr. Cochrane, on s'intéressait à des interventions, à savoir qu'est-ce qui fonctionne dans le domaine de la santé. Cependant, plus récemment, il y a également des revues systématiques qui ne portent pas uniquement sur des interventions, mais qui vont porter, par exemple, sur des tests diagnostiques. Donc, c'est un domaine qui évolue beaucoup et de plus en plus de types d'études vont être également considérées afin de produire des synthèses là, des meilleures données probantes. Donc, qu'est-ce qu'une revue systématique? C'est un peu le cœur de la collaboration Cochrane. Donc, une revue systématique se distingue par d'autres types de revues. D'ailleurs, il y a un prochain webinaire qui va entrer plus en détail dans les différents types de revues et de synthèse de connaissances. Une revue systématique, donc, c'est une revue qui consiste en une question clairement énoncée, qui utilise des méthodes systématiques et explicites pour identifier, sélectionner et faire l'évaluation critique des études pertinentes et qui recueille et analyse des données des études incluses dans la revue. En fait, le terme systématique est central. Lorsqu'on fait une revue de la littérature de façon non systématique, on cherche un peu, on trouve ce que l'on cherche, et si on n'a pas cherché de façon exhaustive ou bien planifiée, il est fort possible que notre matériel, c'est-à-dire les études qu'on va retrouver, ne soient pas représentatives de la réalité, c'est-à-dire de l'ensemble des données probantes pertinentes à notre question. Donc, dès le départ, il faut poser une question de façon claire et les revues systématiques insiste là, sur le format de la question. Donc, il y a un format de questions particulier qu'on appelle les questions PICO, que vous allez voir dans d'autres webinaires où on va entrer davantage dans les détails. En ce qui concerne ensuite les stratégies pour faire les recherches documentaires, encore là, il s'agit de méthodes très spécifiques, très exhaustives également, pour s'assurer que les recherches soient complètes, qu'on ait des études qui sont publiées dans toutes les langues, à toutes les époques, dans divers pays, et même des études qui n'auraient pas été publiées. Donc, c'est fort important. Donc, c'est donc un petit quiz maintenant pour voir en fait de qui est formée la collaboration Cochrane. Donc, vous pouvez voter. Qui sommes-nous dans la collaboration Cochrane? Est-ce que ce sont les scientifiques A, et des chercheurs, B, des praticiens, C, des décideurs,
B, les consommateurs ou le public, ou E, autres. Donc, vous pouvez répondre et je vais regarder en fait, les réponses, là. Donc, on a beaucoup de gens qui ont répondu autre. Donc, j'imagine que ces personnes-là ont pensé que peut-être ça ne se limitait pas à un des groupes. En effet, oui, la réponse A, des chercheurs, des scientifiques. On a déjà quand même beaucoup de gens qui représentent ça, mais aussi dans les autres catégories. Donc, en fait, la bonne réponse était, il y en avait pas parce que finalement, ces gens-là sont tous présents dans la collaboration Cochrane et même d'autres encore. Donc, il peut y avoir des gens du domaine du public. Il y a d'ailleurs un groupe de consommateurs qui représente les consommateurs au sein de la collaboration, des administrateurs, des gestionnaires de soins de santé, même au niveau des décideurs dans les politiques publiques. Bien entendu, les bibliothécaires, les spécialistes de l'information, qui sont des partenaires centraux, là, comme on s'appuie sur la recherche d'études, des étudiants qui, de plus en plus, sont amenés à collaborer à des revues systématiques. Et d'ailleurs, ce qui est très bien, là, j'en profite pour lancer un message aux étudiants qui écoutent, le fait de participer à une revue systématique, donc, est très bénéfique pour votre dossier académique. Donc, on voit ici, au total, on recense plus de 31 000 contributeurs qui sont répartis dans 120 pays. Donc, il y a des représentants de Cochrane un peu partout sur la planète. Et ce qui est assez particulier avec cette communauté-là, c'est que la plupart des gens sont des bénévoles. Donc, les gens, les contributeurs ne sont pas payés pour faire une revue systématique. Il y a, bien entendu, un peu de personnel de soutien pour que cette grande organisation-là fonctionne, mais c'est relativement décentralisé. Alors, qui finance finalement ces fameuses revues systématiques Cochrane? Ce sont principalement des fonds publics, des fonds gouvernementaux. Il y a des collaborations, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, afin de produire des revues systématiques pour répondre à des besoins spécifiques, des questions spécifiques qui vont orienter des politiques de santé. Mais dans chaque pays, comme ici au Canada, il y a le Centre canadien Cochrane qui va être financé à l'aide des fonds publics. Donc, finalement, ce sont nous qui finançons par nos impôts, nos taxes, la collaboration Cochrane et c'est pour ça, en fait, qu'on doit la connaître et savoir ce qu'elle fait et aussi utiliser ces différents produits. C'est une structure décentralisée, comme je mentionnais tout à l'heure. Le secrétariat de l'unité éditoriale est situé au Royaume-Uni. Et la responsabilité principale en termes des revues systématiques est donnée aux 53 groupes de revues. Donc, chacun des groupes, on y reviendra plus en détail, va regrouper des experts dans un domaine précis. Donc, ici, on voit l'organigramme, en fait, la structure de la collaboration Cochrane. Vous avez le groupe directeur au Royaume-Uni, et qui est représenté aussi de participants des différents groupes et domaines. Là, on entrera en détail tout à l'heure. Donc, vous avez les domaines, vous avez des centres Cochrane qui sont attachés à des régions du monde, des pays, et un réseau de consommateurs. Puis, vous avez vraiment là les gens qui sont à la production, si on veut, des revues, les groupes de revues Cochrane, et des gens qui sont aussi à la production des connaissances sur les méthodes. Donc, il y a des groupes méthodologiques qui sont également impliqués. Pour revenir sur les groupes de revues, donc je mentionnais tout à l'heure qu'il y en avait 53. Ce sont des groupes d'experts internationaux qui possèdent un intérêt commun pour un problème de santé. Par exemple, il y a un groupe qui s'intéresse aux problèmes de dos, un groupe qui s'intéresse aux interventions de santé publique,
un groupe sur l'hypertension, pardon, et ainsi de suite, là, 53 groupes. Donc, peu importe votre domaine d'intérêt en recherche, vous pouvez retrouver le groupe qui risque le mieux de correspondre à cet intérêt-là et qui va vous accompagner, vous guider, vous soutenir lorsque vous désirez faire une revue systématique Cochrane. Ce sont vraiment les groupes de revues qui supportent le processus de réalisation, de publication de revues. C'est aussi votre premier contact, bien souvent, dès que vous avez une idée qui germe en vous et que vous envisagez le processus Cochrane, vous les contactez. Et également, ils fournissent un support méthodologique qui est fort apprécié, puisqu'ils regroupent des experts, notamment pour la recherche documentaire ou pour certaines analyses statistiques. Donc, ici au Canada, on est très bien représenté car le pays héberge 6 des 53 groupes Cochrane. Donc, le Canada est quand même un leader au sein de la collaboration Cochrane. Les groupes méthodologiques maintenant, qui sont aussi très importants, qui sont en fait eux qui soutiennent l'avancement des méthodes statistiques et autres sur lesquelles s'appuient les revues systématiques Cochrane. Donc, les groupes méthodologiques vont développer la méthodologie des revues Cochrane, comme des méthodes d'analyse statistique, des méthodes de recherche de littérature. Donc, il y a des groupes, par exemple, sur l'étude de l'analyse des biais, sur les études non randomisées, sur différents types de stratégies, par exemple, de recherche documentaire. Pour ce qui est des domaines, cette fois, les domaines, eux, vont être des regroupements plus larges, plus vastes, qui, eux, vont vraiment s'assurer du fait que des domaines de soins de santé soient représentés. Ça peut être, par exemple, selon les types de soins. C'est-à-dire, si on prend les soins de santé primaire, ce groupe-là de domaines va avoir un intérêt qui est transversal, donc auprès de chacun des 53 groupes de revues, va s'assurer que les aspects qui touchent les soins de première ligne soient pris en compte. La même chose pour les types de clientèle, de consommateurs. Donc, il y en a qui vont, le groupe, par exemple, sur les enfants, va vraiment faire la promotion là, de tenir compte des études réalisées auprès des enfants, ou ça peut être parfois selon des types d'interventions, comme dans le cas des médecines complémentaires et alternatives. Les centres, maintenant, les centres Cochrane, donc eux supportent la collaboration Cochrane dans des régions spécifiques du monde. Ce sont les regroupements, par exemple, ici au Canada, le Centre Cochrane canadien qui est à Ottawa, qui est notre point de référence pour l'ensemble des groupes ou des individus qui sont intéressés, qui ont un intérêt envers la collaboration. Donc, Ottawa, le Centre Cochrane est notre point de convergence. Ils vont assurer la promotion, le soutien de la collaboration Cochrane et de la bibliothèque Cochrane, supportent également les membres Cochrane via de la formation, la traduction et d'autres activités. Pour ce qui est de la formation, l'ensemble des formations que vous allez pouvoir suivre afin de devenir, par exemple, un auteur de revue systématique Cochrane va être orchestré tout d'abord par les centres Cochrane ici au Canada et va coordonner en fait la question du transfert de connaissances et l'organisation notamment d'activités. Chaque année, un symposium pour le Centre canadien Cochrane qui a eu lieu récemment également à Ottawa. Donc, le centre aussi établit des partenariats avec les acteurs dans les pays. Pour ce qui est du réseau des consommateurs, ils vont promouvoir la participation des consommateurs. Dans le sens présent de consommateurs, c'est en fait synonyme des patients, du public en général et d'autres parties prenantes ou gens qui seraient intéressés, si on parle par exemple à des décideurs au niveau politique, etc. Donc, c'est vraiment
pour le grand public et pour les patients. Donc, toute la question de la diffusion des connaissances, dissémination de l'information va être sous la responsabilité du réseau de consommateurs. Le travail de la collaboration est vraiment un travail d'équipe, un travail concerté et qui s'appuie sur 10 principes. Donc, la collaboration, construire grâce à l'enthousiasme des individus. On voit que ce sont des bénévoles, donc il faut une grande part d'engagement. Éviter la duplication, donc dans un souci de maximiser l'utilisation de nos ressources. Minimiser les biais. Tenir une mise à jour constante. Rechercher la pertinence. Promouvoir l'accessibilité. Assurer la qualité. Favoriser la continuité. Et permettre une vaste participation. Donc, ce sont les principes sur lesquels se base le travail de la collaboration. Ensuite, pour ce qui est de la localisation, en fait, c'est très décentralisé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et il y a des centres Cochrane un petit peu partout sur la planète. On voit ici, c'est certain qu'il y a une grande concentration dans les pays européens. Le berceau était un peu le Royaume-Uni, mais il faut savoir aussi qu'il y a une question parfois de langue, alors ce qui peut expliquer pourquoi ici au Canada, aux États-Unis, nous avons peu de centres, mais nous avons quand même des vastes territoires et on partage 2 langues, alors que du côté européen, ben, les territoires, les pays, c'est des territoires plus petits, mais on voit que de plus en plus, ça s'étend, notamment l'Asie. L'Asie est de plus en plus présente. En Afrique également, là, il y a 2 centres sur le continent africain. L'Amérique latine reste un petit peu aussi laissée pour compte, mais bon, c'est une collaboration qui se poursuit. De plus en plus d'intérêt également. Pour ce qui est maintenant du contenu comme tel, qu'est-ce que la collaboration peut vous offrir? Bien, peut-être que certains d'entre vous connaissez le produit vedette, finalement, de la collaboration qui consiste en la bibliothèque Cochrane, en anglais le Cochrane Library, donc qui peut peut-être sonner plus à nos oreilles, là, parfois on utilise le terme anglais. Donc, je voulais savoir, là, vous pouvez voter, est-ce que vous avez déjà consulté la bibliothèque Cochrane? A, souvent, B, rarement, C, non, mais j'en ai entendu parler, ou D, non, je n'en ai jamais entendu parler. Alors, vous pouvez voter. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui la connaissent. Une personne n'en a pas entendu parler, donc on va vous en parler. Donc, en fait, c'est une source d'information très importante qui souvent, moi, je me plais à dire que c'est vraiment la première source que j'ai regardée lorsque je veux faire une recherche, une étude. Je veux savoir rapidement est-ce qu'il existe des revues systématiques sur le sujet, parce que bien sûr, la bibliothèque Cochrane contient l'ensemble des revues systématiques. Là, on voit ici le contenu sur la saisie d'écran. Elle contient l'ensemble des revues que vous pouvez chercher par sujet, mais elle contient également d'autres sources documentaires. Donc, c'est vraiment très complet, puis ça vous permet rapidement de voir dans votre domaine qu'est-ce qui existe. Parce que souvent, lorsqu'on veut démarrer une revue systématique, je dirais que la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a déjà eu une revue systématique sur le sujet? Donc, pour ne pas dupliquer, on regarde ce qui s'est fait déjà. Donc, c'est un point très important à regarder. Ensuite, on revient sur quelque chose qu'on a vu au début. Je crois que j'ai expliqué les différentes composantes. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous avez une revue systématique? C'est vraiment de retrouver l'ensemble de cette information et Cochrane produit notamment un guide qui est vraiment la Bible, si on veut, lorsqu'on veut faire une revue systématique, afin de documenter toutes les étapes, toutes les composantes d'une revue systématique. Et c'est vraiment la marche à suivre. On ne fait pas ça n'importe comment, c'est un processus hautement standardisé, hautement systématique.
Donc, le guide est disponible également en ligne. Donc, pour poursuivre, en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi on nous parle des revues systématiques, Cochrane? Donc, on veut savoir, en fait, à quoi ça sert tout cela. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on peut en faire, là. Donc ici, c'est peut-être pour vous faire réfléchir. C'est sûr que on pourra revenir là-dessus parce que là, je vois que le temps file. Donc, peut-être si jamais vous avez des questions concernant les objectifs, les visées des revues systématiques. Donc, on pourra peut-être y revenir si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu au cours de la présente session. Donc, quels sont leurs buts, à quoi vont-elles servir et comment, dans votre pratique, à vous, la revue systématique pourrait vous aider. Donc, c'est important de réfléchir à tout ça avant de s'embarquer et de dire, bon, ce matin, je me réveille et je fais une revue systématique. Donc, il faut vraiment savoir où ça s'inscrit. Souvent, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la première démarche est de regarder ce qui existe pour éviter de dupliquer les efforts et vraiment avoir en tête là où on veut en venir. Est-ce que c'est parce qu'on se questionne sur la pertinence d'une pratique? Est-ce que c'est parce qu'on veut introduire une nouvelle technologie? On veut promouvoir certaines interventions auprès de certaines populations. Donc, souvent, la revue systématique, elle part d'un besoin qui lui-même va se manifester dans votre pratique, dans votre travail. D'accord? Donc, on y reviendra peut-être à la fin, là, si vous avez d'autres questions. Donc, pourquoi faire des revues systématiques? En fait, il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est facile, lorsqu'on démarre avec une problématique, c'est la façon la plus rapide d'avoir l'ensemble des connaissances. Donc, ça diminue beaucoup le temps que ça prendrait normalement pour aller en détail dans l'ensemble de la publication de la littérature qui existe. Donc, vous économisez du temps. La revue systématique, bien entendu, inclut une évaluation critique des données probantes. Donc, ce n'est pas simplement de relater ce qu'une étude a dit, ce qu'une autre étude a démontré, mais il faut vraiment interpréter des résultats en fonction de la qualité de ces approches-là. Donc, est-ce qu'il y a des biais dans les études qui pourraient modifier notre interprétation des résultats? Donc, le processus de revue systématique Cochrane vous permet une évaluation critique et également permet d'interpréter les résultats de façon globale par rapport à l'ensemble des données qui sont disponibles. Donc aussi, ça vous permet d'explorer les différences entre des études. Souvent, on est en présence de résultats contradictoires. On peut avoir deux revues systématiques sur la même intervention qui arrivent à des conclusions différentes. Donc, le fait de combiner les résultats qui proviennent de différentes études, par les méta-analyses notamment, va pouvoir permettre de trouver peut-être quelle est la réponse la plus juste, la plus réaliste, parce que, étant donné la variation qu'on a souvent entre différentes études. C'est également la base la plus fiable pour la prise de décision. Bien entendu, ça devrait être une source non biaisée d'information. Ce n'est pas la seule source pour une prise de décision. Bien entendu, il y a le contexte, il y a des considérations d'ordre économique, des considérations de préférence, d'acceptabilité. On en est conscient au sein de la collaboration, mais je dirais que c'est la revue systématique vous donne les données de base sur lesquelles appuyer les décisions. Donc, c'est très utile pour orienter les soins de santé. Dans la pratique clinique, les professionnels de la santé peuvent s'appuyer sur les revues systématiques. Les patients peuvent aussi consulter les revues systématiques. Il y a des versions qui sont en langage non technique, qui sont là pour informer le public. Et bien entendu, nos décideurs politiques se devraient de toujours débuter par consulter les données probantes avant de prendre des décisions. Donc, c'est également utile pour orienter les recherches futures, parce que ce n'est pas
en soi, le fait, par exemple, qu'une revue systématique n'ait pas trouvé de données probantes en faveur ou contre une intervention, ce n'est pas ce fait-là, c'est pas important dans le sens où le manque de données est en soi un résultat intéressant parce qu'il informe la communauté scientifique du besoin de poursuivre la recherche et de répondre aux questions pour lesquelles on a encore plusieurs interrogations. Donc, en soi, le processus comme tel, même si en bout de ligne, nous ne sommes pas en mesure d'établir l'efficacité d'une intervention, on peut tout de même orienter la recherche. Donc, voici parmi les plus importantes raisons de faire des revues systématiques Cochrane. Quels sont maintenant les points forts d'une revue systématique de type Cochrane? Bien, en fait, quand on part avec une question très spécifique, les objectifs sont clairement définis. On ne risque pas de se perdre dans la mare infinie des études. Lorsque notre question est bien définie, nos objectifs sont clairs. De plus, tout ce qui est fait lors d'une revue systématique Cochrane est documenté et même est prévu d'avance. Donc, la première étape, une fois que notre sujet, notre thème va avoir été accepté comme étant un titre probable de revue systématique, ça assure que notre revue systématique va être soutenue, donc enregistrée au sein de la collaboration. Mais la première étape, c'est de produire un protocole. Et il ne faut pas se cacher que les efforts qu'on met dans la production du protocole, je vous dirais, sont équivalents, parfois même supérieurs à ceux de la revue comme telle. Mais ça vous permet de prévoir, en fait, toutes les décisions et de les documenter. On parle ici des critères d'éligibilité. Donc, avant même de commencer, on devrait identifier quels seront les critères qui vont nous permettre d'inclure les études ou de les exclure. La méthodologie est très bien décrite, explicite et reproductible. Un exemple est le fait que nous devons mettre, par exemple, les stratégies de recherche documentaire. Elles sont également publiées. Donc, si quelqu'un voudrait refaire exactement notre étude, notre revue systématique, il devrait arriver au même résultat en termes de recherche documentaire. La recherche est systématique, je l'ai mentionné tout à l'heure. Idéalement, il ne faudrait pas se limiter aux langues et aux années de publication lorsque c'est pertinent, même rechercher des études non publiées. La partie de l'évaluation de la validité des études incluses est importante parce que ça permet d'interpréter les résultats en fonction de la validité des études retenues et également la façon de faire la synthèse, la présentation des résultats qui est relativement je dirais, organisé. Là, il y a un modèle à suivre, donc ce qui fait en sorte qu'il y a une continuité, il y a une cohérence entre les différentes revues Cochrane. Lorsqu'on cherche une information, eh bien, c'est relativement facile de la trouver en raison de la structure particulière. Comment maintenant réaliser la revue systématique Cochrane? Je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a le guide, le manuel électronique Cochrane. Donc aussi, on appelle souvent par son petit nom le handbook. Il est disponible gratuitement en ligne, vous pouvez le télécharger. Et puis, ce manuel-là va vous amener à travers le processus, va vous guider sur l'ensemble des étapes pour réaliser votre revue. Et il y a également un programme qui va être fourni gratuitement par la collaboration Cochrane, qui vous permet de gérer votre revue. Donc, dans ce cas-là, vous allez également avoir aussi plus d'informations lors d'un prochain séminaire, qui est le programme REVMAN. Donc, en lisant, tout d'abord, moi, je conseille souvent aux gens qui veulent s'inscrire à une formation Cochrane, une formation pour auteurs, de d'abord prendre connaissance du manuel électronique, même si vous n'allez pas tout comprendre du premier coup. Ne vous inquiétez pas parce que c'est en effet assez complexe, mais ça vous donne une idée de l'ampleur de ce processus-là et du fait que, bien entendu, il ne faut pas réaliser une revue systématique seule, il faut prévoir
une équipe autour de nous. On n'est pas seul. On a du soutien par le centre, par la branche Cochrane ici à Québec, qui sera bien heureuse de vous accompagner dans ce processus-là ou de vous aider à trouver la bonne personne. Et bien entendu, de commencer à regarder le tout pour vous familiariser avec le processus. Donc, pour les gens qui sont intéressés à en apprendre plus, donc vous avez là, pardon, j'ai oublié un point. Comment vous pouvez bien sûr réaliser votre revue? C'est à l'aide, en fait, j'ai mentionné tout à l'heure l'importance du travail d'équipe. Donc, il faut prévoir des ressources, notamment pour la traduction, parce que j'ai dit que c'était important de chercher en toutes les langues, mais bien sûr, si on trouve un article écrit en allemand, mais c'est bien d'avoir un ami, une connaissance du moins, ou souvent dans nos réseaux de collaborateurs internationaux en recherche, d'avoir quelqu'un qui peut lire la langue et nous aider, ne serait-ce que pour savoir si l'article est pertinent. Vous avez des comités de révision par les pairs. Donc ça, c'est avec vos groupes de revues où on va vous assigner un éditeur et des réviseurs, des pairs réviseurs. Il faut avoir un expert de contenu. Souvent, on dit que le minimum là pour faire une revue systématique, c'est 2 personnes. Donc, souvent, une personne qui connaît très bien le contenu, votre domaine, et quelqu'un qui connaît plus la méthodologie. Mais bon, c'est sûr que c'est vraiment minimal parce que souvent, on a besoin aussi de spécialistes de l'information, extrêmement important. Les méthodologistes, biostatisticiens, épidémiologistes, donc des gens qui sont des experts des méthodes. D'inclure aussi des consommateurs parce qu'en bout de ligne, les gens qui vont avoir à vivre avec les résultats ou les décisions qui vont découler de votre travail, ben ce sont eux, ce sont les consommateurs, le public. Donc, si vous pouvez être guidé dans votre démarche pour orienter les questions afin que ça soit utile aux consommateurs. Et bien sûr, là, idéalement, d'avoir un comité aviseur, donc un groupe d'experts internationaux qui représentent aussi différentes expertises, là, vous pouvez les impliquer. Donc, souvent, on n'est pas seul dans le processus. Et je dirais même que le fait de commencer de participer à des revues systématiques, c'est une très bonne façon d'élargir vos réseaux de contacts au niveau international parce que vous vous rendez compte qu'il y a des équipes dans le monde qui s'intéressent aux mêmes choses que vous. Et par le biais par exemple, la rédaction d'une revue systématique, ben, c'est une occasion justement d'établir des réseaux de collaboration internationaux qui vont peut-être déboucher sur des beaux programmes de recherche et d'échange. Donc, pour ce qui est maintenant des ressources, alors, vous avez vraiment le choix si ça vous a intéressé ce qu'on a présenté ce midi. Bien sûr, vous pouvez participer aux prochains séminaires web qui sont gratuits. Vous pouvez aussi aller chercher votre formation si vous êtes convaincu ou bien si vous êtes dans l'obligation, parfois ça peut arriver, de faire une revue systématique. Donc, nous offrons ici même à Québec une formation standard pour auteurs de revues systématiques. C'est sur 3 jours et c'est une formation qui est très pratico-pratique aussi, où on voit l'ensemble de la démarche pour les gens qui sont intéressés à faire une revue. Vous pouvez participer comme présentateur ou comme assistant aussi au symposium annuel du Centre Cochrane canadien. Et il y a également le colloque international dont on vous a mentionné l'existence. Certains ne le connaissaient pas chaque année, et cette année qui se tient en Inde. Vous avez également les liens web vers le Centre canadien. Et la branche Québec, notre nouvelle branche qui, en fait, vise à rapprocher le monde Cochrane des décideurs et des chercheurs, étudiants, consommateurs, gestionnaires qui sont ici au Québec et on travaille afin de rendre accessibles toutes ces ressources-là pour vous et également pour vous guider dans votre intérêt ou votre désir de poursuivre avec la collaboration Cochrane. Donc, je vais conclure ici. Et puis, vous pourrez voir la semaine prochaine
Ici, vous avez une liste aussi de liens. Mais pour la semaine prochaine, un survol pour vous donner le goût. Vous allez aller plus en profondeur. J'ai vraiment effleuré le sujet. Qu'est-ce qui différencie les revues systématiques Cochrane des autres types de revues systématiques? Qu'est-ce qui est impliqué dans le processus? Donc, toutes les ressources dont vous avez besoin. Et nous allons vous présenter également une introduction aux étapes de la revue Cochrane. Vous fournir quelques outils et astuces pour mener votre revue. Donc, j'espère que vous serez également un grand nombre la semaine prochaine. Donc, je pourrais prendre quelques questions des participants, si vous désirez poser vos questions. Donc, ici, j'ai Amina. Oui, attendez une petite minute, là. C'est ma première fois. Attendez. Je vais juste reprendre. J'ai ici le micro. D'accord. Oui, je vous écoute. Ça ne fonctionne pas. Oui. S'il vous plaît, si on peut entrer nos questions dans le chat et je peux les lire à haute voix pour vous. S'il vous plaît, utilisez l'espace clavardage pour nous transmettre vos questions ou commentaires et je vais les partager avec Marie-Pierre. Ah, d'accord. OK, on a une question. En tant qu'étudiant, comment pouvons-nous participer ou contribuer? Oui, d'accord, merci. Vous m'entendez? Pour participer, contribuer en tant qu'étudiant, la première façon, en effet, ce serait de participer à une revue. Soit vous-même pensez à une possible revue systématique avec votre sujet, en lien avec votre sujet, ou bien vous joindre à un groupe qui existe déjà. Il y a souvent des revues qui sont à mettre à jour ou des revues qui ont été, si on veut, abandonnées. On les appelle les revues orphelines. Donc, s'il y a vraiment un sujet qui vous intéresse, moi, je vous conseille de regarder dans la bibliothèque Cochrane, de faire le tour des revues qui sont là sur votre sujet et peut-être éventuellement d'essayer de joindre un groupe en leur proposant de se joindre à vous. Et vous pouvez être aussi membre avec différents groupes. Là, ici, comme au Canada, on a différents groupes. Vous pouvez vous offrir comme bénévole pour soutenir des événements comme le symposium. Donc, il y a plusieurs façons éventuellement de collaborer. Mais je pense que la première étape, c'est peut-être, si vous êtes étudiant, en parler avec vos superviseurs et contacter les gens du domaine, du groupe, de revue qui vous intéresse. Parfait, merci. Alors, je pense que c'est tout pour les questions. Ce qu'on va faire, on va envoyer tous les diapos en PDF par courriel, je dirais demain ou vendredi. On va aussi vous transmettre un lien pour évaluer la session. Et je veux donner un grand merci à tout le monde pour votre intérêt à ce séminaire et pour votre temps. Et un grand merci tout spécial à Marie-Pierre d'avoir partagé son savoir Cochrane. Et merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci, au revoir.